Bonjour à tous et bienvenue dans Bel et Bien. Ce matin, on vante les vertus de la solitude, car quand elle est voulue, la solitude est pleine de vertus pour le corps et pour l'esprit. Mais vous savez que ça marche aussi pour l'animation, Ali, hein. Ouais. La solitude, c'est vraiment bon pour la santé. Être seul quand on présente des émissions. Ah, il est parti. Enfin seul. J'ai réussi mon coup, les gars. Il n'a rien vu venir, le Ali. Vous voyez, la solitude, ça peut être aussi chouette. Bon, après, c'est quand même plus de travail en solo. Il faut quand même bien l'avouer. Ali? Oui, Ali? Oui, non, mais... reviens pour vous faire plaisir. Oui, parce Allez, que de là à bon. travailler plus, c'est ma limite, oui. Alors aujourd'hui, on parle des plaisirs solitaires et vous verrez qu'ils sont nombreux. Vertus anti-stress, ça permet de booster sa créativité, son intelligence. Il n'y a vraiment aucune honte à prendre du temps pour soi. Ce matin, on vous explique comment profiter pleinement de la solitude entre les enfants, le boulot, les conjoints. Le conjoint, Oui, moi j'en ai qu'un, mais les bon, vous faites amis, ce que vous voulez. Hein. Car oui, c'est possible. Pour y arriver, toute l'équipe de Bel et Bien s'est réunie. Notre expert Christophe André et puis nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie, Stan Gusman et André Manoukian. Allez Agathe, je vous laisse en solo pour présenter le sommaire de l'émission. Enfin seul. Comment trouver le temps de prendre du temps pour soi sans culpabiliser? La journaliste bien-être et autrice du livre Éloge de la solitude, Véronique Ayache, nous explique la joie des plaisirs solitaires avec plein de concepts révolutionnaires venus de l'étranger. Alors écoutez bien, masturbating, nesting ou jomo. Ces mots ne vous disent pourtant peut-être rien et pourtant ils vont changer votre quotidien et votre rapport à la solitude. Et si l'amour, c'était mieux, chacun chez soi? La réponse avec la psychanalyste et spécialiste de l'amour, Sophie Cadalen, qui évoque le phénomène des couples non cohabitants, ces amoureux qui ont décidé de ne plus vivre sous le même toit pour le meilleur et pour le désir. Et toujours à propos de désir et de solitude, dans la foulée, Elsa nous parle de la masturbation sans tabou, après 50 ans. Une véritable révélation pour elle. Et oui, ça lui est arrivé comme ça, avec l'expérience. Enfin, on repousse les limites de la solitude avec Claire Goton, qui nous raconte son voyage de 6 mois seule et à vélo sur la route de la soie. La route de la soie qui l'a finalement conduite à Soie. Vous l'avez ? Pamir, donc l'Asie centrale. J'ai dû rester une semaine sans quasiment croiser personne. Donc là, une semaine tout seul à 4000 mètres d'altitude, c'est le bonheur. On a une communion avec la nature. Vous faites vraiment partie de quelque chose qui est plus grand que vous. On est tellement seul qu'on est obligé d'être très très ouvert sur la nature. Salut les amis. Hello. Bonjour docteur Manoukian. Vous me faites penser à mon dentiste. André. C'est une manière discrète de critiquer votre chemise. Ça, je vous le dis direct. Alors, vous êtes mère de famille, épouse et travailleuse. Vous vous dites qu'avec ces 3 casquettes, vous n'aurez jamais le temps de prendre du temps pour vous. Dans un instant, rassurez-vous, on vous explique comment y arriver sans culpabiliser. Mais d'abord, Stan Gusman nous explique pourquoi la solitude est mal perçue partout dans le monde. C'est le tour du monde en 80 secondes. Oui, 80 secondes d'image internationale pour vous parler de cette espèce qui, par nature, a besoin des autres pour être heureux. Je parle de l'Homo sapiens, en citant Aristote, qui disait que l'homme est un animal social et qu'il a besoin du groupe pour survivre. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas de tous les êtres vivants sur notre planète. Et pour l'occasion, on va passer en revue toutes ces bêtes qui n'ont pas attendu le confinement pour respecter les gestes barrières de distanciation sociale et qui la jouent solo, exception faite de leurs besoins primaires de reproduction. Et on commence par le jaguar, un être solitaire d'Amérique du Sud qui aime passer sa vie tranquille, à la fraîche, détendu, à prendre des bains de soleil, en tête-à-tête avec lui-même, à grimper aussi aux arbres pour pouvoir réfléchir au sens de la vie et profiter du panorama, mais aussi à chasser des caïmans pour le plaisir de les tuer. Bref, un vrai mâle alpha qui se la joue solo toute l'année, exception faite de la saison des amours où il peut alors s'accoupler plus de 100 fois par jour. On a donc trouvé l'animal totem de Dédé. Autre animal qui ne jure que par les plaisirs solitaires et qu'on trouve sur les terres gelées de l'Antarctique, l'ours polaire. Alors de manière générale, ce grand carnivore antisocial a très peu d'activité. Cette feignasse passe ses journées autour de l'eau, à traîner des pieds, tout seul, mais il le vit plutôt bien. En effet, il est autosuffisant, il aime à se prélasser, faire de la luge, se gratter le dos à même la glace. Bref, il lui en faut peu pour être heureux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui. Et même au printemps, quand vient la saison de la reproduction, l'ours blanc ne reste en couple qu'une semaine
semaines avant de larguer sa meuf et de retrouver son célibat. Enfin, direction le Pérou pour évoquer un dernier animal solitaire qui passe sa vie en slow motion, au ralenti, le paresseux. Cette espèce qui n'a pas usurpé son nom passe 80% de son temps à dormir suspendu aux branches des arbres. Mais alors d'où lui vient cette lenteur? La faute à son alimentation. Ce bobo de vegan ne se nourrit que de feuilles très difficiles à digérer et pauvres en énergie. Résultat, il en fout pas une, pire qu'un ado. Et le seul moment où il descend sur la terre ferme, c'est-à-dire une fois par semaine, c'est quand il a une envie pressante. Enfin, pressante, tout est relatif. Et alors, il entre en action et rampe afin de faire ses besoins. Le paresseux qui ne rentre en contact avec ses congénères que tous les 18 mois afin de se reproduire. Et s'il prend autant de temps à copuler qu'à se déplacer, ça risque d'être long. Alors, on va leur laisser un peu d'intimité. Un peu de pudeur quand même. Christophe, on est d'accord, notre espèce est loin de celle qu'on vient de voir. L'homme que nous sommes est grégaire et par nature, il aime pas être seul. Oui. En fait, l'être humain ne peut pas se développer en tant qu'humain s'il est seul. Il a besoin des autres pour apprendre, pour se sentir en sécurité, pour s'épanouir. Et du coup, dans l'espèce humaine, la solitude, effectivement, est quelque chose qui pose tout un tas de problèmes. Alors, il y a 3 sortes de solitude. Il y a la solitude telle qu'on la comprend. D'ailleurs, en termes de santé, c'est un problème, puisque la santé est définie par l'OMS comme un état de bien-être physique, psychologique et sociale, relationnelle. Donc cette solitude subie, c'est la vraie solitude. Après, il y a la solitude de la personne qui a le trac. Vous savez, quand vous êtes seul face à un groupe qui vous écoute, vous devez faire un topo, on a une espèce de stress animal, parce que dans le monde animal, c'est jamais bon d'être seul face à 50 personnes qui vous écoutent comme ça en silence. Et puis après, il y a la solitude dans un groupe qui n'est pas le nôtre. C'est la fameuse solitude dont souffrent les urbains, être seul dans la foule. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain est conçu pour être en lien étroit avec à peu près 150 personnes. Au-delà, on commence à surstresser quand on est, par exemple, dans les grandes villes où il y a des tas d'inconnus qu'on croise tout le temps. Notre cerveau n'aime pas ça parce qu'on a beau être des animaux sociables, il ne nous en faut pas trop non plus quand même. C'est pas le nombre de Dunbar? À peu près 150 personnes que notre cerveau est capable, avec lesquelles nous sommes capables d'établir des liens. Au-delà, le cerveau rentre en situation de stress. On va parler d'un autre sentiment qui est associé à la solitude, celui que ressent André, par exemple, quand il arbore ce genre de chemise. Le blues du dormir. Voilà, c'est quand la solitude est associée à un sentiment de honte. Voilà pourquoi sur Internet, les vidéos de personnes se sentant humiliées et jugées par le regard des autres suite à un vent ou un malaise ou à une drôle de chemise, sont toutes réunies sous l'appellation « moment de solitude », alors que, paradoxalement, on en parlait avec Christophe, ces scènes ont lieu devant témoins, preuve qu'on peut se sentir bien seul, même quand on est entouré. Je vous ai fait une petite sélection de ces vidéos qui cumulent des millions de vues et devant lesquelles on a parfois envie de zapper, mais en fait non, parce que c'est savoureux. Premier moment de solitude pour cette candidate finlandaise qui se rêvait députée européenne mais qui a été pris d'un grand moment de solitude qui lui a coûté sa place. Alors, vous avez tous déjà postulé pour un job en mettant sur votre CV que vous parliez un peu allemand alors que vous savez seulement dire « Ich bin ein Berliner ». Eh bien, c'est ce qui est arrivé à cette pauvre candidate qui prétendait parler français et qui a été piégée par la présentatrice. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je veux voir. Filons maintenant aux États-Unis où les vidéos de demande en mariage qui se terminent par un vent en public cartonnent sur les réseaux sociaux, comme avec ce pauvre malheureux qui vit le plus grand moment de solitude devant des centaines de personnes à Times Square. Autre grand moment de solitude quand Fergie, chanteuse professionnelle et ex-membre des Black Eyed Peas, massacre l'hymne américain lors d'un match de basket et devient la risée des réseaux. La France qui n'est pas en reste en termes de moments de solitude qui ont fait le buzz. On pense à Sophie Marceau, lâchée par sa robe en pleine montée des marches et qui laisse apparaître son sein. Mais le plus grand moment de solitude reste celui de la chanteuse Shaim qui, en plein concert, a voulu s'offrir un bain de foule en slamant dans le public et qui, hélas, a découvert à ses dépens les lois de l'attraction. Oui, ça fait mal à la fois au dos et à l'ego.
Agathe, Ouais. qu'est-ce qui vous a le plus gêné Ah, moi, c'est la députée là, qu'on grille devant le monde entier, pas parler français et de mensonges. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui mentent et dont on sait qu'ils mentent, on est toujours gentil avec eux, en fait. On les confronte pas. Ouais, parce qu'on se sent mal à l'aise. On n'a pas envie qu'ils aient honte à ce Bien point. sûr. C'est un sentiment. Il y a un trop sentiment horrible. d'embarras. Christophe, comment vous l'expliquez que solitude et embarras soient presque synonymes? Oui, c'est ce qu'on appelle les émotions sociales, les émotions qui sont déclenchées par des situations sociales. Alors, dans la solitude, il y a deux émotions sociales de la solitude. Il y en a une, c'est par le haut, c'est la fierté. On est seul au-dessus des autres et donc, on bombe le torse, on lève le menton, on occupe l'espace. Et puis, il y a la solitude par le bas, c'est la honte. Et là, on se sent abaissé en dessous des autres. Alors, il y a toute une palette d'émotions associées à la honte. Il y a la simple gêne, l'embarras, il y a la culpabilité, c'est la gêne de ce qu'on a fait. Et puis la honte, c'est la gêne de ce qu'on est. Tout à coup, notre personne entière se retrouve minable. C'est une émotion tellement puissante qu'elle a été utilisée au cours de l'histoire. Justement, on mettait les gens à l'écart en les rabaissant, on mettait des bonnets d'âne aux mauvais élèves, on mettait les gens qui avaient commis des vols au pilori et tout le monde venait se moquer d'eux. Ils étaient tout seuls face au regard des autres. En politique, on exilait les personnes, on les mettait loin dans les entreprises, on placardise les gens, on les met à l'écart. Donc c'est vrai que l'usage de la solitude et la stigmatisation par la honte est très destructeur. Merci Stan. Allez, il est de temps rien. d'ouvrir notre dossier sur les plaisirs solitaires. Alors rassurez-vous, ce matin, nous n'allons pas vous parler de la solitude subie, mais de la solitude sublime, celle qui est voulue, celle qu'on prend comme une bouffée d'oxygène dans son emploi du temps. Et pour y parvenir, on va expliquer comment dégager du temps pour soi et surtout comment en tirer le meilleur. Et vous allez constater avec Stan Gusman qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il est bien difficile de se retrouver seul. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude, cette notion qui est... on peut faire un peu moins de bruit dans l'open space, s'il vous plaît? Bon, ok, vas-y, je m'isole là parce que j'en ai marre. Bref, ok. Bon, je disais quoi? La solitude, cette notion qui depuis toujours a été l'objet de plein de... Ouais chérie, encore un dîner avec les potes ce soir? On peut pas faire un truc tranquille? Bon, ok, je te laisse, faut que je travaille. Ouais, moi aussi je t'aime, bisous, bisous. Ouais, d'accord, ok. Bye bye. Bon, la solitude, je disais ça, ce concept qui est bien souvent... Stan, c'est l'heure de la conf de rédaction. Ok, j'arrive dans 2 minutes. Vous le voyez, la solitude, quand elle est souhaitée, est le plus grand des luxes. Et alors là, je ne parle pas de... Bon, les stagiaires, c'est pas une table pour déjeuner, c'est une station de montage. Alors faites gaffe s'il vous plaît, ok? Merci. Bref, je disais, être seul peut être un énorme luxe. Oui, bien sûr, je ne vous parle pas de la triste solitude qu'on a lorsqu'on est isolé socialement. Cette fatigue-là crée de la dépression, de la tension, augmente les risques d'infection et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Cette solitude n'est pas bonne à prendre car elle est synonyme de souffrance. Mais la solitude qui est voulue, elle, est une délivrance. Et pour cause, entre les collègues, les amis, le couple, les enfants, on se connecte à l'autre trop souvent en oubliant de se connecter à soi et d'entretenir ainsi son jardin secret. Vous savez, cet espace personnel dans lequel on plante les graines de ses rêves parfois inavouables, où l'on arrose ses aspirations les plus folles, où l'on arrache les mauvaises herbes de son esprit. Alors comment cultiver sa solitude pour vivre mieux et être plus heureux? Les réponses avec notre psychiatre et jardinier du bien-être, Christophe André. On vient de l'avoir, on n'a jamais été autant entouré, on n'a jamais été aussi connecté aux autres grâce à Internet et à nos smartphones. Et pourtant, on n'a jamais eu autant peur de la solitude. Cette angoisse d'être seul porte un nom, c'est l'autophobie. Comment vous expliquez ce paradoxe de nos sociétés modernes? Oui, on a vu qu'effectivement, spontanément, les humains ne sont pas naturellement fans de solitude, mais c'est comme si nos sociétés avaient encore amplifié le problème en présentant finalement la nécessité d'être en lien, la nécessité de participer à tout un tas d'activités comme une sorte de norme, d'obligation sans laquelle on n'est pas au point. On a par exemple cet acronyme, la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose qu'on a chez beaucoup de personnes. Elles se demandent si à l'instant où elles ont décidé d'être seules, de se reposer chez elles, il n'y a pas une super fête à tel endroit, un super film à voir à tel autre, etc. On a aussi une intolérance croissante à l'ennui. On est tellement accro aux activités, aux distractions, aux écrans qu'on est
devenus incapables, il y a plusieurs expériences scientifiques très étonnantes sur ça, notamment cette fameuse étude qui montrait que des volontaires mis dans une pièce tout seuls pendant un quart d'heure, avec le choix soit de s'ennuyer un peu en ne faisant rien, il n'y avait pas d'écran, soit de s'administrer des chocs électriques pour passer le temps, préféraient, pour 2 tiers d'entre eux, se mettre des chocs électriques plutôt que rester exposés à l'ennui. Donc, c'est vrai qu'on vit une époque où le fait d'être seul est encore plus problématique que ça ne l'était autrefois. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est un peu comme les problèmes de mauvaise nourriture. Vous savez, quand vous vous gavez de soda, de pizza, de gâteaux, de bonbons, etc., vous absorbez des nourritures qui vont, très peu de temps après, vous déclencher une hypoglycémie et vous donner envie de remanger. Et tous les contacts sociaux liés aux réseaux sociaux, notamment, sont des mauvaises nourritures de la solitude. C'est pas comme ça qu'on remplit son besoin d'être en contact. Et donc, ça nous rend encore plus accros. Du coup, intolérance au fait de rester seul. On a perdu l'habitude, finalement, de rester seul. On va explorer les plaisirs solitaires auxquels on peut se livrer quand on est seul avec celui qui fut longtemps considéré comme un péché. Indice musical. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon. On parle bien sûr du 5 contre 1, des petits plaisirs solitaires coquins. Et celle qui a eu une révélation en la matière, ce n'est pas moi, non. C'est Elsa Wolinski. Ah, il me tarde. Jingle. Moi aussi, il me tarde. Oh, mais c'est pas possible. Elle est toute rouge. Mais oui. Moi, j'attends ça depuis le début. Oui, mais commencez pas à la mettre mal à l'aise. Non, mais Moi, je reste Non, imbranlable. non, mais d'abord, en plus, c'est pas vrai. J'ai pas eu de révélation, Christophe, s'il vous plaît. Ouais, ça va quand même, elle a 49 ans. Non, mais déjà, et puis ensuite, même si j'ai 49 ans, j'ai pas encore passé le pas. Soyons très honnêtes. En fait, les plaisirs solitaires, c'est pas si simple pour moi. Me regardez pas comme ça, Ali. Ça aussi. Mais oui, ça aussi. Mais quand écoutez. Et vous, oui, Ali? Oui, vous. Alors, on en parle? Non, mais est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que c'est peut-être parce que je me suis pas sentie bien dans mon corps et que j'avais pas envie que mes mains aillent comme ça, se baladent sur mon corps? Entre moi et le vibromasseur, entre moi et le plaisir solitaire, il y a un gap. C'est une réalité. Pourtant, j'aime le sexe, j'aime l'amour, j'aime le désir, mais je ne suis pas à l'aise. Tu avais dit que tu restais de marbre, toi. Non, mais je ne suis pas à l'aise avec... je suis pas à l'aise avec les vibromasseurs, je ne suis pas à l'aise avec les plaisirs solitaires. C'est une réalité. Ceci dit, j'ai rencontré un jour dans ma vie une jeune femme qui s'appelle Marie. On était à un stage d'entrepreneur et je la trouvais fort sympathique. Et je lui dis, et toi, Marie, qu'est-ce que tu veux faire quand on sortira de ce stage, tu vas faire quoi? Et elle m'a répondu, un sextoy. Donc je suis restée un peu... Je dis, ok, d'accord, chacun fait ce qu'il veut. Elle avait 24 ans à l'époque. Et elle a continué en me disant, écoute Elsa, c'est extrêmement important, moi j'ai envie de développer une marque qui effectivement va faire comprendre à la femme à quel point connaître sa puissance, connaître en fait son plaisir, c'est une puissance, c'est un certain pouvoir. Savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est ça qui est important. Et comme j'étais un peu dubitative, elle m'a dit, mais Elsa, connaître son plaisir, c'est pas mal, c'est bon. Et donc je me suis dit, ok, mais elle était tellement extraordinaire quand elle me racontait ça, que je me suis dit, si elle réussit son entreprise, je l'inviterais, c'est pas possible, je l'aiderais. Il se trouve que Marie a réussi. Elle a créé Coco, un jouet érotique, qui se trouve dans plus de 100 points de vente dans le monde. Et pour Marie, entre la santé et le plaisir solitaire, il y a effectivement, c'est étroitement lié, en fait. Et elle est sur notre plateau pour en parler sans tabou. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie, je vous salue Marie. Bonjour Marie. Bonjour Elsa. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ouais, vous êtes la fondatrice d'une marque de bien-être sexuel. Comme vous le dites, qu'est-ce qui a fait que, parce qu'au départ vous étiez ingénieur, qu'est-ce qui a fait qu'en 2019 vous vous êtes lancé dans cette idée de créer un sextoy? En fait, c'est une idée que j'avais depuis pas mal de temps parce qu'à titre personnel, il y a une dizaine d'années, j'ai acheté un premier vibromasseur parce que j'avais regardé Sex and the City et donc ça m'avait pas mal intriguée.
Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et je me suis dit, mais il faut que toutes les femmes connaissent ça parce que c'est génial. Et quand j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont regardé avec des yeux tout ronds en me disant, mais c'est... Enfin voilà, il y avait vraiment un problème avec... C'était tabou, c'est ça? Voilà, c'était hyper tabou, c'était très très mal vu. En fait, les marques parlaient vraiment de pimenter le couple, alors que pour moi, c'est vraiment un outil de reconnexion à soi. Et comme vous l'avez bien présenté, c'est vraiment ce qu'on essaie de dire avec Puissante, mais c'est que c'est hyper important en fait de se connaître, c'est hyper important de savoir comment se faire du bien, déjà pour soi, ensuite pour l'expliquer à l'autre, mais c'est surtout que ça a énormément de vertus, que ça a énormément de bienfaits, et on n'est pas du tout dans la performance ni rien, mais c'est juste, ça fait partie du bien-être, il faut pouvoir en parler et il faut pouvoir se donner du bien-être tout simplement. Et c'est pas incompatible, on peut avoir des rapports charnels et des plaisirs solitaires. Bien sûr, c'est super complémentaire. Et en fait, ça permet justement, quand on se débloque un peu là-dessus, entre guillemets, d'avoir des plaisirs charnels qui sont d'autant plus agréables parce qu'on est capable de dire ce qu'on veut, en fait. Vous lui avez donné un prénom, d'ailleurs. Voilà, Coco. Alors, c'est pas vraiment un prénom, mais oui, on a essayé de trouver quelque chose qui soit assez mignon, dont on se souvienne assez facilement et qui veuille rien dire, entre guillemets, pour que, voilà. Comment ça se fait, Marie? Parce que selon une étude, 15% de jeunes femmes françaises expliquent ne s'être jamais masturbées, contre seulement 3% des hommes. Comment expliquer le fait qu'effectivement les femmes soient encore un peu mal à l'aise avec la masturbation? Là-dedans, si je peux me permettre, je pense que dans les 15%, il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait mais qui n'osent pas l'avouer. Qui n'osent pas l'avouer. Parce que c'est tellement tabou, je pense. Exactement, c'est ça. C'est extrêmement tabou pour les femmes. Les hommes se masturbent, tout le monde le sait, tout le monde s'en fiche. Je veux dire, assez jeune, on comprend que les hommes se masturbent, il n'y a aucun sujet là-dessus. Les femmes, c'est encore super mal vu parce que voilà, une femme qui aime ça, entre guillemets, ça reste quelque chose d'assez mauvais, entre guillemets. Et du coup, il y a de ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a une autre étude qui dit, par exemple, qu'un quart des jeunes femmes de 15 ans ne savent pas ce qu'est un clitoris. En fait, on parle d'un organe qui est dédié uniquement au plaisir. Et elles ne savent pas ce que c'est parce qu'on n'éduque pas là-dessus, parce qu'on n'en parle pas. Et c'est hyper important, en fait, d'aborder ces sujets et d'en parler. Parce que c'est normal de se faire du bien. Si je peux me permettre, je crois qu'un des obstacles aussi au fait que les femmes soient réticentes à l'avouer, c'est une fois de plus que le désir et le plaisir féminin doit être soumis au bon vouloir masculin. Et qu'en se masturbant, on s'affranchit de l'homme. Et donc ça, évidemment, dans une société marquée par le patriarcat, les hommes trouvent ça suspect. C'est exactement ça. Quand vous dites, tout à l'heure, on parlait de puissance, en quoi la masturbation féminine nous apporte de la puissance? Parce qu'en fait, ça permet de se connaître, ça permet du coup de savoir ce qu'on aime, etc. Et ça permet du coup de prendre confiance en soi. Et nous, on le voit, ça fait maintenant 2 ans qu'on existe. On a vendu peut-être 50 000 vibros, je pense, jusqu'à maintenant. Et on a énormément de retours, du coup. Et il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent et qui nous disent, en fait, c'est marrant parce qu'après l'utilisation, je comprends vraiment le nom de la marque. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus confiante, je suis beaucoup plus à l'aise, que ce soit dans ma sexualité et même en général. C'est quelque chose qui est vraiment très partagé. Et notamment, il y a plein de femmes qui l'achètent pour elles d'abord et puis qui l'offrent, en fait, qui l'offrent à leurs sœurs, leurs cousines, pour faire partager tout ça, quoi. Alors, vous êtes venue avec Coco, Marie, qui est un stimulateur ultra polyvalent. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, ultra polyvalent. Avec grand plaisir. Donc, faites-nous rêver. À quoi il sert? Je vais vous faire rêver. Alors, voici le Coco. C'est hyper doux. C'était important pour nous. Et en fait, du coup, il va y avoir cette partie-ci qu'on va venir déposer sur le gland du clitoris, donc la partie externe du clitoris. Il y a en fait un effet de... Ça s'appelle de la succion ou de l'aspiration. Allez-y, je veux bien faire le Alors travail. déjà, toucher à quel point c'est doux. Une première chose. Oh, c'est incroyable. Calmez-vous quand même. Mais non, c'est fou. C'est soyeux, formidable. Donc, alors, du coup, je on va là. dire que mon donc là, je vous clitoris, conseille il est là. de mettre plutôt là-dessus pour que vous vous sentiez bien, parce que la paume de la main, c'est pas aussi sensible qu'un clitoris. Dites-moi, mais pour le piano, c'est super, ça peut muscler mes mains. Ouais. Non? Certainement. C'est bon. Donc là, alors, voilà. Ça peut muscler mes mains. Vous laissez pas, le gland du clitoris. Et après, vous avez l'autre partie, parce qu'il faut savoir que 85% des femmes ont un orgasme par stimulation externe du clitoris. Donc pour les 15% restants, on s'est dit on va faire une partie qui peut pénétrer. Donc c'est vraiment au choix en fait. Soit on n'utilise que sur la partie externe du clitoris, soit on plie et du coup cette partie-ci va pénétrer et vibrer. Donc là c'est plus j'imagine que Alors, attendez, C'est plus complet. Ah oui. Oh putain, Donc, c'est ça, génial. Calmez-vous un peu. Et ah ouais. Alors écoutez, Marie, vous allez me le laisser. Bien sûr. Je crois que c'est fini, je ne passerai plus à côté. Dès ce soir. On dirait une boîte de chocolat.
Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci Marie, merci merci à Elsa et franchement de nous avoir parlé. Merci Coco, merci. Merci, Coco. Bien sûr, ça déculpabilise, ça fait du bien. Je précise qu'à chaque commande passée du coco, vous reversez 1 € à l'association Orchidée Rouge. C'est une association qui se bat contre l'excision dans le monde. Donc bravo, merci. À bientôt. Bravo Marie. Allez, on continue à conjuguer solitude et plaisir avec un nouveau phénomène qui fait de plus en plus d'adeptes. Les couples cohabitants, c'est 4 millions de Français en couple qui, à l'image de Françoise Hardy et de Jacques Dutronc, ou encore de Gérard Houry et de Michel Morgan dans le passé, préfèrent se voir un coup chez l'un, un coup chez l'autre, et si possible, pas tous les jours. Leur postulat, vivre séparément pour échapper à l'usure du temps, sortir de l'amour fusionnel et entretenir le désir. Un mode de vie qui demande un certain budget, mais qui peut être une alternative crédible, notamment après un premier mariage. Et c'est la situation de notre journaliste Sarah Cadour, qui a été séduite par l'idée du couple non cohabitant. Alors pour savoir si elle est prête pour ce nouveau mode de vie amoureux, elle a pris rendez-vous avec la psychanalyste de couple Sophie Cadalen. Bonjour Sophie. Bonjour Sarah. En couple, mais chacun chez soi, telle est ma nouvelle devise. Suis-je normale ? Oui, ça bouge les normes, où on est quand même organisé par le schéma que si on est en couple, on vit ensemble, dans le même lieu, et on partage un quotidien. Sauf que c'est peut-être pas notre vie de ce couple à ce moment-là. La plupart des couples, justement, qui décident de garder leur chacun chez soi, ont connu la vie de couple, ont connu le quotidien. Les enfants qu'on a élevés ensemble, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi chacun les siens. Et peut-être que ceux-là en sont revenus, voilà, qu'ils l'ont fait, sans doute qu'ils l'ont aimé pour la plupart, et qu'ils ont peut-être justement envie d'autre chose. Un couple qui privilégierait le précieux, le ludique, l'agréable, qui ne s'encombrerait pas de corvées, peut-être d'enfants qui ne sont pas les nôtres, du pas glamour, des poubelles à descendre. Bon, je précise qu'il faut aussi avoir les moyens de ces choix-là, mais pourquoi pas, effectivement, ça peut être un choix d'un couple autrement. Est-ce que vous pensez que c'est la société qui autorise davantage ce schéma-là aujourd'hui par rapport à il y a quelques années ? La société, bien sûr qu'elle autorise davantage ce schéma-là. D'abord parce que les femmes travaillent la plupart du temps, elles sont autonomes. Avant, voilà, le couple était organisé justement avec le chef de famille, la petite structure autour. Là, voilà, on est tous finalement capables d'autonomie. On peut fonctionner l'un sans l'autre. Et c'est peut-être le plus précieux dans un couple d'ailleurs, de ne pas être obligé de fonctionner l'un avec l'autre, mais de faire justement un plus de valeur, un plus de jouissance. Je peux fonctionner sans toi, mais j'aime encore mieux fonctionner avec toi. Alors justement, comment fait-on pour annoncer à la personne que l'on aime que l'on ne souhaite pas vivre sous le même toit que lui ? L'annoncer à l'autre, c'est déjà lui expliquer pourquoi. Déjà lui expliquer que ça n'a pas à voir avec lui qui serait invivable ou qu'on n'a pas envie de voir dès le matin ou jusqu'au soir. Mais si on peut lui dire, écoute, c'est pas bien comme ça, je t'invite de temps en temps à dîner et c'est une fête à chaque fois, tu m'invites chez toi et j'ai l'impression de prendre des vacances, on choisit nos moments ensemble, cajolons-nous, préservons-nous. Et puis surtout, je crois que l'argument essentiel, c'est lui dire, on essaie. Pour l'instant, faisons ainsi. Alors Sophie, en couple mais chacun chez soi, bonne ou mauvaise idée ? Si on est d'accord avec ça tous les deux, si on a peut-être même convaincu l'autre, qui au départ était peut-être rétif, que finalement c'est pas mal comme ça, oui, c'est une très bonne idée. Par contre, si c'est un choix, je dirais apeuré, parce que justement l'expérience précédente était douloureuse, parce qu'on a très peur de retomber dans quelque chose dans lequel on se retrouverait piégé, je ne suis pas sûre que ça fasse du bien à soi et sans doute pas au couple. Mais si c'est vraiment un choix joyeux et l'occasion de dégayer encore davantage notre vie ensemble, oui, ce sera très bien. Eh bien, merci, j'ai pris des notes. Merci beaucoup. Vous me raconterez. Oui, je vous dirai. Merci Sophie. Au revoir. Alors Christophe André, en tant qu'ancien thérapeute de couple, c'est quoi votre regard sur ces cohabitants, ces couples qui ne vivent pas ensemble tout le temps ? C'est un regard curieux et bienveillant. C'est un phénomène qui se développe apparemment, qui semble cumuler beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, on est à la fois dans l'engagement de la fidélité, de la stabilité, et puis dans l'autonomie, dans l'indépendance. Alors, l'avantage, effectivement, c'est que tous les moments communs sont des moments choisis. Donc, quand on est avec l'autre, c'est qu'on en a vraiment envie. L'inconvénient, c'est que ça ne convient pas à tout le monde en réalité et à tous les moments d'une vie de couple. Il y a des moments de vie en couple, il y a des enfants, des choses qui rendent ce système compliqué. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça et des personnes qui ont besoin de savoir que l'autre est là, même si je ne suis pas toujours sur son dos, le fait de savoir qu'il est là, de l'autre côté de la cloison, qu'il n'est pas loin, que si j'en ai besoin, je peux aller vers lui. Donc, comme le disait Sophie Cadalen, effectivement,
ça se négocie et surtout ça s'expérimente, voir si on en est au stade et dans les profils, à qui ça fait du bien. Et pour faire l'éloge des plaisirs solitaires, on accueille tout de suite la journaliste Véronique Ayache. Bonjour Véronique Ayache, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste bien-être et autrice du livre Éloge de la solitude aux éditions Flammarion. Alors dans un instant, vous allez nous présenter tous les concepts bien-être qui cartonnent partout sur la planète afin de profiter des vertus de la solitude. Véronique, attention, un coup de tonnerre va retentir. Oui, pourquoi ce coup de tonnerre ? Oui, je sais, ça fait très très peur. Et vous avez des raisons d'avoir peur, car cette question est une question piège. Non, en fait, c'est pas du tout une question piège, mais il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être tout le temps avec du monde, etc. Peut-être comme Stan, qui lève la main. Et puis, il y a des personnes comme Ali, qui aiment marcher 8 heures, vivant en race campagne. La première boulangerie à 50 minutes, et encore, on ne peut pas accéder en voiture, etc. Qu'est-ce qui explique tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? Je pense que c'est une question d'éducation qui remonte à l'enfance, quand on a été habitué justement à avoir tout son temps occupé par les parents, par les activités extrascolaires. Enfin, tout ça, on n'a pas pris l'habitude, en fait. On n'a pas dompté la solitude et ces moments-là où on peut se retrouver face à soi-même. Puis il y a des gens qui ont peur du face-à-face avec soi-même, parce qu'on a peur de découvrir qui on est, on a peur de s'ennuyer avec soi-même, on a peur de se révéler des choses qui ne sont pas très glorieuses. Et donc, du coup, on se noie dans la compagnie des autres. Et puis après, on peut tout à fait détester la solitude parce qu'on ne la connaît pas, surtout. On n'a pas compris à quel point, quand elle était choisie, on n'a pas compris à quel point elle pouvait nous enrichir, à quel point elle pouvait nous dédouaner de la dépendance de l'autre. Alors, dans ce monde de plus en plus bruyant et connecté, on va louer les bienfaits insoupçonnés d'une solitude voulue avec notre journaliste Marianne Moing. Elle a repoussé les limites de l'expérience en suivant une cure de silence dans une maison franciscaine. Eh oui, des retraites spirituelles auxquelles se livrent de plus en plus de Français. Et pour s'immerger totalement dans ce huis clos, elle a donné rendez-vous à Émilie Devienne, coach de vie, autrice du livre Savourons nos silences aux éditions Erol. Alors rassurez-vous, pour le bon déroulé de cette interview, Marianne a quand même eu le droit de parler afin de poser quelques questions à son invité. C'est au cœur du 14e arrondissement de Paris, dans un couvent franciscain, qu'Émilie Devienne m'a donné rendez-vous. Bonjour Émilie Devienne. Bonjour Marianne. Vous êtes en pleine retraite silencieuse. Pour répondre à mes questions, vous avez accepté de rompre votre silence. Le silence n'est pas l'absence de dialogue, donc je me suis dit, très bien, rompons cet instant de retraite. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une retraite silencieuse ? Eh bien, on contacte justement tout ce que le silence a envie de nous dire. Il est très bavard, le silence. C'est un moment finalement de reconnexion à soi, qui est très loin d'une tournure égoïste. Au contraire, plus on va être disponible à soi, plus on va l'être à l'autre. Comment pourriez-vous nous définir le silence ? Le silence est tout sauf l'absence de bruit. C'est toute sorte de sollicitation intérieure et extérieure. Une pensée qui traverse notre esprit, une sensation, un petit son que nous choisissons d'écouter. Et tout ça va constituer notre silence, qui va être un silence choisi, et donc un silence extrêmement ressourçant. Oui, parce que même ici, dans ce lieu qui est très silencieux, si on écoute, nous ne sommes pas dans un silence absolu et total. Absolument. Émilie considère le silence comme une ressource précieuse, car de plus en plus rare. Pour l'apprécier, il faut le savourer, lui accorder du temps et de l'attention. On s'éduque au silence comme on s'éduque à un goût. Dans votre livre, vous proposez des chemins pour savourer le silence. Alors qu'entendez-vous par chemin ? Le silence nous permet d'explorer. On peut choisir un chemin ou un autre, comme en randonnée, parce que finalement, on va trouver la manière de savourer le silence qui nous conviendra. Vous pouvez choisir de longs moments de silence si vous avez la possibilité de le faire, comme choisir quelques minutes pour vous ressourcer, parce que vous n'auriez pas le temps de dégager une grande parenthèse de silence. La première étape consiste à oser demander le silence. Ne craignez pas paraître impoli ou associable. Le silence est un besoin qu'il faut savoir satisfaire. Dans ces instants calmes, propices à l'introspection, des émotions et des sensations émergent plus facilement en nous. À vous de les accueillir. Ce sont tous ces visiteurs ou ces visiteuses du silence qui vont venir l'embellir, lui donner du sens. Et à ce moment-là, ce moment où nous avons été seuls va être décuplé dans sa puissance en fait. Si vous êtes seul et que vous sentez qu'il ne se passe rien de significatif, ne fuyez pas. Au contraire,
Réservez un bon accueil à l'ennui. En silence, bien entendu. Si on est dans le silence, on va pouvoir laisser monter à la surface toutes sortes d'idées qui ne seraient absolument pas venues autrement parce qu'il n'y avait pas la place. Et le silence va devenir créatif et cet ennui va devenir un vide fertile. Un silence peut être inspirant, mais pas que. Le silence, parfois, va faire remonter des angoisses que l'on s'était vraiment évertué à mettre le plus loin possible de nous par du bruit, par de l'agitation, par toutes sortes d'activités, toutes sortes de sollicitations. Après, il y a des silences thérapeutiques, ces fameuses caricatures du patient qui parle et du psy qui fait « Ah ah !» Bon, vous avez aussi des silences très solennels. Quand la jeune future épouse, va-t-elle dire oui ou au dernier moment, va-t-elle dire non? Donc, il y a différents types de silences. C'est important de les repérer pour voir si c'est un indicateur de mal-être ou si, au contraire, ce silence est très porteur de sens. Vous dites une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne dompte pas le silence, on se gère dans le silence. Absolument, parce que le silence, il va être là de toute façon, simplement nous, qu'est-ce qu'on décide d'en faire? Quelle est notre intention à l'intérieur de ce fameux silence? On va se réapproprier ces temps de silence, ces temps d'ennui, ces espaces, en fait, qui sont finalement beaucoup plus à notre portée que nous ne l'imaginons au premier regard. Et pour apprécier un silence de qualité, n'hésitez pas à renouer avec la nature, comme Émilie le fait dans ce jardin. Il est d'ailleurs temps de lui dire au revoir. Émilie, merci beaucoup. Puis je vous laisse retourner dans votre silence. Mais je vous remercie aussi. J'étais très contente de le rompre pour l'émission et puis pour parler de ce sujet qui est important. Merci beaucoup. Au revoir, Marianne. J'ai décidé que nous allions faire le reste de l'émission comme ceci. Ça ne vous dérange pas? Car oui, Christophe, vous validez les vertus du silence et de la solitude. Non, mais il paraît que ce serait vraiment bénéfique pour nos neurones, pour notre créativité, pour... Oui, c'est vrai, pardon. Oui, pardon. Pour notre mémoire, pour notre concentration, et j'en passe. Oui. Vous prenez ça. Absolument, oui. Le silence, le problème du silence, c'est que c'est devenu une sorte de luxe. Quand vous regardez les réseaux d'hôtels de luxe, ça s'appelle relais du silence. Dans les aéroports, les salons des premières classes, c'est des lieux où le silence règne, tout est calme. Alors qu'en fait, c'est une nécessité, c'est un besoin. Parce que comme vous le disiez, ce qu'on oublie, c'est que le bruit, c'est un stress. Quand on examine ce qui se passe dans le cerveau de gens soumis à des bruits réguliers, constants, notamment en ville, eh bien, ce sont des agressions qui représentent autant de stress et de perturbations biologiques. Et à l'inverse, le silence est réparateur. On a des tas d'études montrant, par exemple chez les souris, mais chez l'homme c'est la même chose, que quand vous les exposez régulièrement à des temps de silence prolongés, ça stimule la neurogénèse au niveau de l'hippocampe, une région du cerveau associée notamment aux émotions, à la régulation des impulsions, et leur cerveau fabrique de nouvelles cellules. Donc, on a besoin du silence. Ça ne devrait pas être un luxe ou un plus. Sur les perturbations biologiques, Christophe, il faut dire, par exemple, quand on subit un stress, qu'on a du cortisol qui est diffusé dans l'organisme et qui va attaquer, par exemple, les tissus, le muscle cardiaque, etc. C'est ça, en fait, quand on dit que le bruit perturbe notre santé, c'est dû notamment à ces hormones du stress. Le stress, c'est pas juste être un peu énervé dans sa tête, c'est notamment les stress chroniques. Quand vous êtes en état de stress chronique, votre corps fabrique trop de cortisol qui va agresser tout un tas d'organes et de cellules. Alors une fois qu'on a dit ça, là je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, c'est bien sympa, mais les bienfaits de la solitude, moi je veux bien, mais encore faut-il avoir du temps pour soi et tout ça, les enfants, le mari, le boulot, les amis et tout. Mais ça, c'est évidemment ce que je pensais avant que Christophe et Véronique ne me donnent leurs bons tuyaux pour profiter des plaisirs solitaires. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Et c'est notre journaliste et mère célibataire de 2 enfants, j'ai bien dit mère célibataire de 2 enfants, Sarah Cadour, qui a suivi à la lettre les conseils de Christophe pour profiter des bienfaits de la solitude quand elle se présente à nous. Alors on va procéder par palier. Première étape, que faire quand par miracle on a 1 heure devant soi, Christophe? On peut faire un petit exercice qui est très agréable. D'abord parce qu'on va s'asseoir à une terrasse de café, on va regarder les gens passer, ce qu'on ne fait plus. Quand on est maintenant à une terrasse de café, on regarde les informations passer sur son écran. Donc là, on regarde les gens passer et en plus, on imagine pour chaque personne qui passe une histoire. Ouais. Ce vieux monsieur qui passe, j'adore. le doigt un peu voûté, on se dit tiens, c'est un vieux monsieur qui a une belle vie, vraiment il s'est éclaté dans l'existence. Cette jeune fille qui court, qui a l'air un peu pressée, on dit elle va rejoindre son amoureux. Donc on se raconte pour toutes les personnes qui passent des belles histoires plausibles, c'est pas n'importe quoi, pour
occuper son temps et surtout habituer aussi son regard sur le monde à se tourner vers davantage de positivité. Alors, c'est ce qu'a voulu expérimenter Sarah en se rendant sur les quais de Seine à la rencontre des Parisiens qui flânent en solo au bord de l'eau. Qu'est-ce que vous faites là? Je me suis dit qu'il y avait un petit rayon de soleil, donc je suis sorti pour profiter. Tout seul? Je suis tout seul, ouais. Je suis toujours en train de m'y balader seul. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus sympa de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, au moment où vous voulez. C'est la sensation de pouvoir faire tout ce qu'on veut, même si on ne fait rien. Mais les gens ne me répondent pas à la tristesse. Est-ce que vous aimez la solitude? Ah oui, c'est important de se ressourcer, d'être avec soi-même et juste des fois de penser à rien. Apprenez-moi à ne rien faire. Je dirais qu'il faut canaliser son esprit et arrêter de se poser trop de questions. On peut regarder même dans le vide, c'est bien aussi. On va regarder dans le vide. Oui. Allez. C'est pas mal. Bah, tant mieux. Merci. Je vous en prie. Moi, j'aime bien me reconnecter à mes sens, à regarder ce qui se passe autour de moi. Eh bien, observons les gens autour de nous en mettant en pratique un exercice de psychologie positive qui consiste à imaginer la vie des passants. Eh bien, disons le couple là-bas qui marche avec la poussette, à votre avis, quelle vie ont-ils? Je dirais qu'ils sont sortis du travail et qu'ils sont pris un petit déjeuner. Donc ils sont là pour discuter et profiter de l'un et de l'autre. On les envierait presque. Là, ils partent en vacances en amoureux, histoire de se recentrer un peu sur leur couple, parce que les enfants, c'est un peu dur. Là, ils sont super heureux avec leurs petites valises et tout. On va regarder devant nous et sans se parler. Déconnecter un peu tous les deux. C'est parti. Ah, mais c'est magnifique. Hein. Chut. Voilà la raison pour laquelle j'aime être seul, parce que j'aime pas comme des chut quand j'ai envie de parler. Alors, Véronique Ayache, vous validez la démarche de notre journaliste Sarah Kadour. Je crois que vous évoquez un concept qui va dans ce sens-là, ça s'appelle le JOMO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le JOMO? JOMO, c'est Joy of Missing Out. C'est la dire joie. Joy, de rater, la joie, le plaisir de passer à côté de quelque chose. Ah ouais? Non, mais par exemple, on est invité à un anniversaire. Bon, c'est pas non plus notre meilleur ami. Il y a deux façons de le faire. Ah, mais si j'y vais pas, peut-être que je vais pas rencontrer, je vais rater un truc, quoi. Ouais. Moi, joie massive de m'imaginer tous ces gens qui vont se coucher très tard, etc. Et moi, on va être tranquille, de fatigue le lendemain alors que nous, on va être Exactement. Comme ça, c'est savoureux. Ouais. Oui, mais alors ça vient quand on vieillit un peu quand même. Faut dire, oui. C'est pas quelque chose qui existe beaucoup chez les jeunes. Nouveau palier pour profiter des plaisirs solitaires. Christophe, que faire quand... Miracle. Alors là, pour moi, c'est inatteignable, mais quand on a une journée... Ça vous est jamais arrivé? Franchement, depuis 9 ans... Non, mais depuis 9 ans que j'ai eu un enfant, ça m'est arrivé une fois parce que mon mari s'est dit, elle va tomber en dépression, et il m'a dit, pars pour la journée. Et je savais pas quoi en faire, tellement j'étais toute... Ouais. Donc, vous allez répondre à cette question. On a une journée devant nous, on n'a pas d'enfant, on n'a pas son mari, on n'a pas de travail, on n'a aucune obligation sociale. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps précieux? Ben justement, on fait des choses qu'on aurait fait avec les autres, mais seuls, et on essaie de voir ce que ça nous fait. Finalement, en quoi c'est mieux d'être seul, en quoi finalement ça serait sympa d'être avec d'autres personnes, de façon à être gagnant sur tous les tableaux, voir que c'est quand même pas mal, pour certains trucs, visiter un musée tout seul, on s'arrête au tableau qui nous intéresse, etc. C'est bien avec les autres parce qu'on échange sur les tableaux et on sort de l'expérience en se disant, ben voilà, il y a des trucs vraiment sympas à faire seul, mais je pourrais aussi, quand je les ferai avec d'autres, mieux comprendre pourquoi j'aime le faire avec d'autres personnes. Mais au fond, c'est exactement ce que vous disiez, c'est expérimenter. Qu'est-ce que ça me fait de faire seul des choses que je fais en général en bande ou en famille ou accompagné? Bon, en tout cas, une nouvelle fois, c'est à cette expérience que s'est livrée notre journaliste Sarah Kadour. Et elle s'est rendue en solitaire à Science Expérience Paris, là où d'habitude elle emmène ses 2 enfants le week-end. Et là, elle était seule. Je me suis rendue à Science Expérience, un musée immersif avec pour vocation de s'amuser tout en se cultivant. Exactement ce qu'il me fallait pour cette journée seule et sans enfant. Bonjour. Bonjour Sarah et bienvenue à Science Expérience. Eh bien merci, alors figurez-vous que je connais l'endroit parce que d'habitude je viens avec mes enfants, mais j'ai pas le temps de profiter. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre du temps pour moi, je veux tout tester, toutes les expériences. Est-ce que vous êtes prêts? Mais oui, je suis prête, j'ai hâte. Super, alors allons-y. Allez, go.
Première étape, la salle de briefing où je suis accueillie par un hologramme d'Albert Einstein qui présente de façon innovante les éléments qui jalonnent le parcours. C'est parti pour l'expérience. Partez maintenant, c'est l'heure. Découvrez Science Expérience. Cela fait partie de votre mission. Merci Albert. Allez, go. Et on commence par un tour à bord de l'ISS. Incroyable. Oh, on est dans l'espace. Ça, c'est des images de l'ISS, donc il se trouve à 400 km d'ici. Là, c'est la tenue d'un astronaute, donc qui pèse entre 70 et jusqu'à 175 kg. Waouh. Et là, on a tout l'impact de la micro-pesanteur sur le corps humain. Donc, on va gagner des centimètres. Nous vieillissons moins vite. Ah. Alors, ça m'intéresse Oui, mais d'aller dans l'espace juste pour ça. En effet, les astronautes de l'ISS vieillissent un tout petit peu plus doucement que les habitants de la Terre, car dans l'espace, le temps s'écoule moins vite. Mais pas d'emballement, il s'agit de quelques millièmes de seconde. Et ensuite, la question que tout le monde se pose, Oui. mais comment se passent les toilettes à bord de l'ISS? Mais oui. L'urine va être filtrée, retransformée en eau potable. Et la grosse commission, elle va être compactée, renvoyée sur Terre, s'enflammer dans la stratosphère. Et pensez-y, quand vous voyez une étoile filante, potentiellement, ça peut être un petit cadeau des astronautes de l'ISS. C'est ça, ne faites pas de vœux en fait. Après l'espace, la mer, avec un petit tour dans les abysses, les zones les plus profondes de l'océan. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le voyage se poursuit au centre de la Terre grâce à la technique de vidéomapping immersive. Je retrouve mon âme d'enfant, j'en oublierai presque les miens. Et qui dit déconnexion, dit nature, n'est-ce pas Christophe André? L'occasion pour moi de découvrir un nouveau mode alimentaire. On va pas manger n'importe quel insecte, on va manger les petits vers molitors. Et alors, les vers molitors, particularité, c'est qu'il y a 3 fois plus de protéines dans ces petits vers que dans la viande de bœuf. Il n'y a rien qui vient oxyder le corps, donc c'est plutôt très bien en réalité de manger des insectes. Plus sec. Je vais vous piquer mon repas de ce midi. C'est parti, allons-y. L'expérience en solitaire touche à sa fin. Mais avant, je retrouve un ancien ami et l'avantage, c'est qu'il ne parle pas. Waouh, Oscar, mais je me souviens de lui, il était au fond de la classe quand j'étais en primaire. Exactement. Et pourquoi il s'appelle Oscar d'ailleurs? Eh bien, alors pourquoi il s'appelle Oscar? C'est la contraction de os et le cartilage, Oscar. Alors, combien on a d'os dans le corps humain? Ouais, je vais les compter. 1, 2, 3, 30. On en a 206 quand on est adulte. Au revoir Oscar, j'ai été ravie de faire ta connaissance en tout cas. Bilan de cette journée seule et sans contrainte, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, je me suis aéré l'esprit, j'ai attisé ma curiosité en apprenant des choses, mais en tant que maman, je culpabilise un peu et même si pour une fois j'ai pris du temps pour moi sans les enfants, j'essaie de me racheter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Et ben à très bientôt. Mais je reviendrai. Il faut revenir nous voir tous les 6 mois. Avec plaisir. Et toute seule. Avec plaisir. Au revoir. Alors, toujours dans cette logique de prendre du temps pour soi quand on a un jour devant soi, Véronique Aya, je vous parlais d'un concept qu'on appelle le masturdating. En fait, le principe de la masturbation, c'est l'orgasme solitaire. L'orgasme solitaire, donc source de plaisir. Et l'orgasme est un anxiolytique hors pair. Donc le masturdating, c'est justement se donner du plaisir solitaire, faire des choses seules qui nous font plaisir pour justement avoir une source de relaxation, de détente, de reprise un peu, le pouvoir sur sa vie aussi, sur son temps, sur son destin, décider les choses. Donc se donner rendez-vous avec soi-même, se pomponner, se préparer, faire comme si on allait à un rendez-vous galant, sauf que c'est avec soi-même qu'on a rendez-vous. C'est pas triste, c'est un peu quand même, Véronique? Dans quel sens? Mais je sais pas, moi je m'imaginais me pomponner, etc., faire très belle, puis en fait, après... Ah non, puis après vous sortez. Après, justement, vous allez au cinéma, vous allez au restaurant, vous faites des choses que vous êtes censé faire à deux, mais vous les faites seul, pour le plaisir d'être seul. Ne serait-ce que d'aller faire du shopping, se sentir belle, aller faire du shopping. C'est un côté très jouissif de donner sa carte bleue pour décider toute seule ce qu'on va acheter. On reprend son droit. 2 poissons panés. Ah oui, non mais voilà. Personne ne décide à notre place, donc on est en pleine possession de sa vie et je trouve ça assez jouissif. Donc ça veut dire que vous conseillez à toutes les femmes seules, par exemple, qui nous regardent, et les hommes seuls aussi, de se faire belle, de se faire beau pour aller faire n'importe quoi seul, quoi. Se faire plaisir. Mais pour se faire plaisir...
faut faire se des sentir choses, bien. voilà, faire des choses qui vont nous faire plaisir. Mais pour que le plaisir soit complet, il faut se sentir bien à l'intérieur de soi. Et donc, on se prépare. C'est comme tout un cérémonial, finalement. Si je peux me permettre, c'est très intéressant d'un point de vue psychologique parce que c'est apprendre à faire des choses qui offrent du plaisir en les dissociant du fait de les offrir à l'autre. Se pomponner, c'est pas pour faire plaisir à la personne que je vais rencontrer, mais c'est pour moi. Me faire un bon plat, c'est pas pour faire plaisir. Et on a besoin des deux. C'est important de faire plaisir aux autres, mais apprendre aussi à se faire plaisir à soi. Ça nous valorise, en fait. On se rend compte qu'on est capable de faire des choses plaisantes, qu'on est digne, de se faire voilà, du bien. c'est ça. Dernier palier inaccessible en ce qui me concerne, je vous le dis tout de suite. Que faire quand on a tout un week-end Oui, un week-end devant soi. Donc voilà. Bon, Ça vous est arrivé une fois, ça? Ça m'est arrivé En quand 10 ans. j'étais célibataire, ce qui parfois fait regretter le célibat. Vous voyez, comme quoi il y a du bon à tout. Donc là, qu'est-ce qu'on Agathe, fait, Christophe? Agathe, il faut qu'on en parle, c'est pas normal. On devrait tous et toutes, même les parents, avoir au moins une fois par an un week-end. Et par exemple, un week-end pour apprendre des choses pour soi. Apprendre, je sais pas, à faire des bouquets de fleurs, de l'ikebana japonais, apprendre la permaculture, apprendre un sport, apprendre à faire de l'aquarelle. Bougez pas. Oui, François, j'ai un week-end point de croix qui est prévu là. Malheureusement, je ne serai pas présente ce week-end. Il a dit non. Qu'est-ce que vous voulez? Ça s'organise. Ça s'organise, Agathe. Peut-être pas ce week-end, alors. Pas ce week-end, voilà. Et une fois de plus, ne pas le faire pour l'autre. Il faut faire des choses pour les autres, mais le faire pour une fois, pour soi. Alors Sarah, vous le voyez sur ces images, elle a suivi vos conseils, Christophe, en se mettant au ski le week-end dernier pour la toute première fois de sa vie. Et a priori, ça lui a fait un bien fou. Vous aimeriez être à sa place? Oui, alors moi, ça ne serait pas une nouveauté pour moi, mais de toute façon, si par miracle j'avais un week-end toute seule, le ski, ça pourrait être une option. Quoique c'est sympa, le ski à plusieurs quand même. Merci beaucoup, Véronique Ayache, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle votre livre qui fait du bien, Éloge de la solitude. C'est aux éditions Flammarion. Si vous avez envie de profiter des plaisirs solitaires, de la solitude choisie, c'est vraiment la Bible qu'il vous faut. Allez, je vous propose de repousser les limites de la solitude avec le témoignage recueilli par notre journaliste Marie-Treille Stéphanie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Ça vous va très bien, cette couleur Merci, au beurre. on fait des petits essais, voilà, pourquoi pas. C'est réussi. Merci Contrairement à la pour chemise votre d'André. bienveillance. Voilà, non, mais Contrairement à la chemise d'André, c'est ça qui vous dit, ça c'est Voilà. raté. La chemise C'est ça, de- le résultat, faut tenter. La chemise de mon dentiste. Alors, qui avez-vous rencontré cette semaine? Alors moi, cette semaine, j'ai rencontré une femme qui ne craint pas la solitude. Au contraire, elle la cherche absolument. Elle s'appelle Claire Goton et à 40 ans, elle a décidé de partir seule avec son vélo pour parcourir la route de la soie. Un voyage qui a duré 6 mois à travers une diversité de paysages, des montagnes, des villes, des champs à perte de vue. Elle a tantôt campé dans la nature, tantôt chez l'habitant. Claire n'avait qu'un but, partir sur les traces de Marco Polo, le célèbre marchand vénitien du XIVe siècle. Claire nous raconte son plaisir de voyager seule à travers les continents. Regardez. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Qu'est-ce que le mot solitude évoque pour vous? Une compagne, mais depuis toute petite. À 40 ans, Claire se lance dans une aventure folle, partir seule sur les traces de Marco Polo pendant 6 mois et à vélo. Son périple commence à Venise pour rejoindre la Grèce avant de traverser l'Asie centrale. Quels ont été les moments les plus longs sans contact? Alors ça, c'était en montagne, dans le Pamir, donc l'Asie centrale. J'ai dû rester une semaine sans quasiment croiser personne, peut-être une voiture et un motard. Donc là, une semaine tout seul à 4000 mètres d'altitude, c'est le bonheur. Ah oui, c'est ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. En quoi c'est le bonheur? C'est vrai que j'aime quand il y a des cailloux et rien. On a une communion avec la nature. Vous faites vraiment partie de quelque chose qui est plus grand que vous. Et ça, on peut pas se sentir seul. Je discute avec les nuages, avec les montagnes. Et ça vous dit, attention, là, il y a les nuages qui arrivent. Donc il faut commencer à faire attention. Ça va peut-être, il y a peut-être la pluie, la neige qui peut arriver. Enfin, vous voyez, il y a une discussion qui se fait. On est tellement seul qu'on est obligé d'être très très ouvert sur la nature. Et c'est pas trop fatigant de gravir des montagnes à vélo? Si. Mais j'étais à mon rythme. En fait, vous êtes plus face à votre volonté, parce que j'aurais pu m'arrêter à tout moment. Est-ce qu'il y a des moments où cette solitude vous a pesé? Complètement, mais très souvent. En fait, elle m'a pesé, c'est drôle,
beaucoup sur la logistique. On aimerait bien dire à l'autre, prépare à manger pendant que je sauvegarde. Déléguer un peu. Exactement. Il y a des moments où ça pèse de ne pas pouvoir partager. Regarde comme c'est beau. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Tellement de choses. C'est vrai. Prendre confiance sur le fait que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. On nous l'assène bien quand même, fais attention. On dit pas à un homme qui dit qu'il va partir « Ah, mais t'as pas peur pour ta sécurité ?» On lui dit « Ah, c'est formidable, aventurier, formidable. » Vous avez fait quand même preuve de courage. Le courage, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Quelles sont les plus belles choses que vous avez vues, les souvenirs visuels qui restent gravés en vous? Bukhara, Samarcande, qui sont des architectures absolument fantastiques. Les paysages grandioses du Pamir. Une pleine lune comme ça, un coucher de soleil à Chypre. Ça vous saisit en fait. Après 6 mois passés seule sur son vélo, entre solitude intense et rencontres émouvantes, Claire rentre à Paris et le changement est brutal. Comment s'est passé votre retour à Paris? Le choc. Revenir à Gare de Lyon, à Paris, avec ces mouvements de voitures, de klaxons, c'est genre... qu'est-ce que c'est que ça, quoi? D'ailleurs, vous avez déménagé? Ouais, je suis partie vivre à la campagne. Alors, je vous invite à découvrir les magnifiques images de Claire dans son film La route de la soie, une aventurière sur les traces de Marco Polo. Claire explique très bien les deux pendants de la solitude, avec d'un côté le vide et le manque d'aide qu'elle a pu ressentir par moments, mais aussi de l'autre côté la plénitude totale au contact avec la nature. Une sensation si forte qu'elle essaie encore aujourd'hui de se reconnecter à cette perception pendant les moments les plus difficiles. Christophe, à la lumière de ce témoignage, on est d'accord, la nature est un compagnon idéal pour profiter de la solitude. Oui. On pourrait même dire que la solitude aide à savourer ce que la nature peut nous apporter. Alors, il est très bien, là, le reportage, parce qu'elle ne cache pas quand même qu'à certains moments, c'est dur. Le côté matériel, l'intendance, le besoin de partager aussi. Ouais. Quand on est dans la nature, on voit des belles choses et... il faut que je m'en parle à moi-même, mais comme Elsa nous l'a appris tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que là, son voyage cumulait 3 choses géniales. C'est-à-dire, il y a à la fois l'activité physique, qui est bonne pour le corps et l'esprit, il y a l'immersion dans la nature ou dans des merveilles culturelles. Quand elle est à Samarcande, c'est un truc incroyable. Et puis, ces moments de solitude dont elle savait qu'elle allait revenir, c'était pour 6 mois, c'est pour ça aussi sans doute que c'était plus facile à supporter. En regardant, ça me faisait penser à une belle citation de Vauvenargues que j'avais préparée pour l'émission, j'ai pas eu le temps de la placer, mais Vauvenargues qui disait « La solitude est à l'esprit ce que le jeûne est au corps ». C'est-à-dire on a besoin régulièrement de solitude, ça nous fait du bien, même si globalement on est des animaux sociaux, tout comme on est fait pour manger, mais ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter. On se régénère à travers la solitude. Merci beaucoup, Merci Marie. Merci Marie. On va parler musique maintenant, chouette, oui. avec André qui va nous présenter un concept qui a révolutionné l'histoire de la chanson, qui permet aujourd'hui à chaque artiste de créer ses propres tubes en solo et même de performer en live sans avoir besoin d'un groupe ou d'un orchestre. Ça s'appelle le looping. Qu'est-ce que c'est que ça donc? André va tout vous expliquer. Voir le docteur. Alors André, parlez-nous de cette révolution qui est le looping, que je ne connaissais pas. Alors, Jamais entendu parler moi de aussi, moi non plus. le looping, c'est quoi? Ça consiste à enregistrer un son vous l'enregistrez tout seul et du coup, vous le jouez et vous rejouez par-dessus. Le looping, c'est... le mot est anglo-saxon. Loop, c'est mettre... C'est la boucle. C'est la boucle, exactement. Ceux qui l'ont inventé, ces 2 gars, ils s'appellent Pierre Schaeffer et Pierre Henry, du GRM, du groupe de recherche musicale. Et eux vont commencer à bosser avec des magnétos. Et eux, ils ont cette idée géniale. Ils disent, finalement, les notes, c'est fini, on les a explorées. Et si on explorait les sons? Ah, waouh! Donc tout d'un coup, invention de objets sonores, masse sonore. Je vais jouer avec des sons que je vais enregistrer dans la nature, pourquoi pas, je vais les déformer et puis je vais les mettre en boucle. Donc cette technique-là, elle va être révolutionnée par les rappeurs. Pourquoi? Un rappeur, par essence, n'a pas la technique du musicien. C'est des gens... Pas de mélodie.
Ils n'ont pas de technique instrumentale non plus à la D'accord. base. C'est des DJ qui commencent à jouer avec des faces B instrumentales parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer des instruments. Et tout d'un coup, ils vont s'apercevoir qu'en jouant sur les faces B instrumentales, d'une certaine manière, ils vont s'approprier le truc. Et donc, ils vont commencer à louper. Enfin, sachez que chez nous, Charles Aznavour, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a si bien franchi le temps, c'est parce qu'à un moment donné, il est devenu culte parce que tout le monde le pillait joyeusement. Ça, c'est Charles Aznavour. Et alors, il a été pillé par qui? Attendez. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Et maintenant, voilà ce qu'en a fait Dr. Dre lui-même. Ah, trop bien. Donc ça, c'est Sean Paul. On a Coxy. Sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit madame, qu'est-ce qui te prend? Tu veux pas faire une gâterie? Ses potes rigolent sur le moment, j'ai pas. C'est ma génération, ça. Et le père de tout ça, c'est Pierre Schaeffer. Alors sachez qu'on peut aussi faire du looping en live grâce à ce qu'on appelle la pédale loop. Vous connaissez ça, André? Oui. Bon, ça va. Bon, grâce à cet outil, vous enregistrez un son que vous bouclez et vous faites ça autant de fois que vous le voulez. Et avec cette technique, vous pouvez superposer plein de pistes musicales et vous produire tout seul sur scène, sans orchestre, sans instrumental, sans rien. Et pour vous en faire la démonstration, on accueille une artiste exceptionnelle qui peut jouer de tous les instruments et chanter en même temps grâce à sa pédale loop. Elle s'appelle Anna Featherstone. Elle est franco-britannique et elle nous fait l'honneur de performer en live sur notre plateau en reprenant en solo le tube Feeling Good de Nina Simone. La scène est à elle. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day. Oh, freedom is mine. Oh, freedom is mine. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling Bravo. Bravo, bravo. Incroyable. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Anna Featherstone.
pour cet incroyable live. Votre dernier album, Ode to the Unseen, est disponible et on peut vous suivre sur tous vos réseaux. Merci beaucoup. On va se quitter avec Daft Punk, ça va nous faire du bien. Mais reformez-vous, les gars, parce que je sais que vous nous regardez. Reformez-vous, mais vous nous manquez trop. Remettez les casques, nom d'un chien galeux. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. C'était un plaisir, en tout cas, de partager cette émission avec vous. Allez, on se retrouve tous les jours de la semaine à 10h05 pour votre émission Grand Bien vous fasse sur France Inter. C'est tous les jours. Tous les jours à 10h. Et vous, Agathe, évidemment, dans la maison des maternelles, tous les jours à 9h30 sur France 2. Voilà, c'est pour pas vous faire de trop d'ombre. Je me mets vraiment avant. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne, même équipe. Et d'ici là, vous connaissez l'injonction. Prenez soin de vous.